Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, nom de code sur TikTok. Tiens, Jurixio. On va réviser nos notions de droit avec Morgane Chervet. Ce sera notre influenceur éducation à suivre. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech et aujourd'hui qui même me suivent, ou plutôt qui même te suivent d'ailleurs, parce qu'on va faire un tour en terre de mèmes. Ces tout petits formats massivement repris sur les réseaux sociaux et plus particulièrement les mèmes audio qui sont devenus des acteurs de premier plan dans la logique du buzz. Tout à fait, ils sont utilisés massivement par les créateurs de contenu de TikTok jusqu'à Twitch. Enquête au cœur d'une véritable économie d'échange, celle des mêmes audios. Une enquête qui pourrait bien résonner avec notre question du jour, puisqu'aujourd'hui on va analyser l'homo numericus qui se cache en nous. Sommes-nous tous et toutes hyper connectés? On manque de liens humain réel. Comment faire société à l'ère des réseaux sociaux? Et puis, la Gen Z peut-elle vivre une vie sans filtre? On a beaucoup de questions. Vous le voyez, ça tombe bien parce que notre invité va nous aider à y voir beaucoup plus clair. Il est psychologue, expert des pratiques numériques. Michael Stora, vous êtes également le président fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et créateur de l'école des héros. Bonjour à vous. Bonjour. On va revenir sur toutes ces questions avec vous, mais d'abord, focus. Apprendre le droit sur TikTok grâce à Jurixio, tiens, c'est possible. En effet, c'est possible aussi sur YouTube d'ailleurs. C'est le pseudo Jurixio évidemment de Morgane Chervet sur les réseaux sociaux. Un prof qui se fait l'avocat de ses près de 300 000 abonnés. Son portrait, c'est tout de suite et ce sera beaucoup mieux dit que moi avec Xavier Terrade. Une fois sa journée de cours terminée, Morgane Chervet n'a pas fini de travailler. Il devient Jurixio sur les réseaux sociaux. Le professeur de droit a près de 180 000 abonnés sur TikTok, où il est un soutien bienveillant pour les étudiants, notamment en période de révision. Si vous êtes en pleine période de révision et qu'en ce moment vous avez l'impression que rien ne rentre et que vous ne savez plus rien, rassurez-vous, c'est entièrement normal. C'est le stress qui vous procure cette sensation. Rassurez-vous, rassurez-vous, vous savez plein de choses et vous allez tout défoncer. Avec 3 posts par jour, 7 jours sur 7, le jeune homme donne des conseils essentiels pour réussir ses études de droit dans des vidéos de moins de 30 secondes. Un vrai défi réussi. Voici 3 conseils pour avoir la moyenne à tous vos cas pratiques. Premier conseil, respectez bien les 3 étapes du syllogisme, à savoir la majeure, la mineure et la conclusion, et si possible, distinguez chacune de ces 3 étapes par un alinéa. Un prof proche de ses étudiants, dans l'air du temps, et qui ne manque pas d'humour. Monsieur, selon l'article L111-1 du Code des étudiants énervés, toute appréciation positive sur une copie doit entraîner une note supérieure à la moyenne. Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas, vous avez manqué à votre obligation. Jurixio n'a pas attendu l'avènement de TikTok pour aider les étudiants en ligne. À l'été 2016, Morgane Chervet a lancé sa chaîne YouTube où il a plus de 160 000 abonnés. Cet outil qu'il aurait lui-même aimé trouver lorsqu'il était étudiant lui permet d'enseigner sur un format plus long, mais sans jamais ennuyer. Et grâce à cette vidéo, vous allez enfin savoir ce qu'est le droit pénal et à quoi ça correspond concrètement. Et on ne s'ennuie pas non plus dans les modes capillaires de nos influenceurs éducation et pédagogie, comme vous le voyez. Tout de suite, on va parler à nos cerveaux connectés directement, nos cerveaux d'homo numericus. Comment faire société à l'ère des réseaux, pas toujours si sociaux que ça. On va en parler, c'est le talk, première partie. Et aujourd'hui, notre invité format quasiment masterclass, c'est Michael Stora. Vous êtes psychologue, Michael, psychanalyste également, auteur, fondateur et président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Vous êtes aussi le créateur de l'école des héros. Alors ça, c'est un projet qui est complètement à part, évidemment, des questions numériques qu'on va traiter ensemble. Mais l'école des héros, pour le résumer, c'est un parcours à la fois thérapeutique et un parcours de formation, oui, tout court, pour les 16-25 ans, qui sont des cerveaux, des personnages atypiques. Il y a aussi un parcours, là aussi, aussi atypique, aussi sur mesure à leur proposer. Totalement. C'est finalement face à un constat par rapport à certains jeunes dits neuroatypiques, alors c'est le terme qu'on emploie,
au fond, voilà, ce sont des jeunes qui souvent vont pas forcément bien, ce rapport à la société, en même temps qui ont un rapport au numérique très à l'aise. Et l'idée, c'était tout simplement de leur proposer, parce qu'ils ont une problématique d'addiction aux jeux vidéo, ce que les Japonais appellent les hikikomori, vous savez, ce retrait social. Et finalement, tout simplement, je leur propose de créer des jeux avec des professionnels. C'est vraiment de l'addiction à la création. Ça marche très bien, ça fait 2 ans et demi que ça existe et c'est pas toujours très simple, le soin psychique, mais néanmoins, c'est une manière aussi de pallier peut-être à souvent des réponses un peu trop médicamenteuses ou d'hospitalisation qui souvent vont avoir malheureusement une tendance à les enfoncer dans une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de les aider à reprendre confiance en eux. C'est une passerelle pour après finalement réaborder le monde sans trop de peur. Donc mieux vaut être addict à la création qu'aux antidépresseurs, si je vous entends bien, et tant mieux. Carrément. Addict, on va voir si on l'est nous aussi, tous et toutes, à notre niveau en tant qu'Homo numericus. C'est une tribune dont vous êtes emparé chez nos confrères d'Uzbek Erika, c'était à la fin de l'automne dernier. Vous y dénonciez le fait que peut-être, encore une fois, que les hyper-connectés que nous sommes tout simplement en manque de liens humains. Alors oui, nos pratiques numériques, évidemment, ne font qu'exploser, quels que soient les âges. En Homo numericus, il n'est pas forcément générationnel. Non, au fond, vous savez, d'ailleurs, une revue qui s'appelle Wired, qui est une revue geek américaine, avait dit que les plus connectés, ce sont les 35-49 ans. C'est à peu près nous tous, alors que d'habitude, on a toujours tendance à voir les adolescents avec le téléphone greffé à la main. Par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, cette tribune que j'ai co-signée avec Isabelle Jean, qui a travaillé sur un livre qui s'appelle Métamorphose, dont j'avais fait la préface. Et c'est vrai qu'évidemment, il y a des questions à se poser. Dans mon dernier livre, Les réseaux asociaux, je repose la question. Alors, la question du lien numérique est intéressante, c'est-à-dire la relation virtuelle, qui était quelque chose de tout à fait passionnant. Pendant longtemps, Internet était une sorte de grand bal masqué où on pouvait jouer, mais dans le sens play, c'est-à-dire jouer à être cet autre. Et petit à petit, à force de porter cette forme de déguisement que ce masque, je pouvais oser dire, faire. Et puis quelque chose des réseaux sociaux à l'américaine, très nord-californienne, ont mis en place quelque chose qui a complètement dénaturé la relation à l'autre, c'est-à-dire ils ont mis du game, de l'enjeu. Les likes, les commentaires. Et quelque part, c'est assez monstrueux, voire même toxique, puisque ça a engrangé dans la relation qu'on a aux autres, avant tout une problématique de comparaison, une sorte de ranking, mais pas forcément lié à nos compétences, à ce qu'on produit, mais à ce que l'on est. Et donc, il y a quelque chose d'une sorte de narcissisme qui grossit et qui finalement fait que nous sommes tous dans une forme de compétition. Et quand on regarde Instagram, ça va même plus loin, on a l'impression qu'il y a une guerre des clones, où finalement, il y a une sorte de clonage individuel, où les gens n'arrivent plus véritablement à se sortir d'une forme de différence qui est pourtant nécessaire dans notre capacité à envisager l'autre, dans sa différence aussi. Vous parlez de ranking de ce que nous sommes. Est-ce que c'est pas plutôt le ranking de ce qu'on voudrait être? Parce que là aussi, c'est toute la problématique de la projection du soi sur les réseaux sociaux. On le disait dans une émission précédente, notamment avec la philosophe Elsa Godard et le neuroscientifique Grégoire Borst. Est-ce que cette génération, cette Gen Z, là qu'on va cibler plus particulièrement, peut réussir à accepter de vivre une vie sans filtre sur les réseaux ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, je reviens quand même à cette question de la culture nord-californienne, parce que c'est pas innocent, c'est une culture aussi qui est très en lien avec la question de l'idéal. L'idéal d'un bonheur, d'une performance, d'une réussite. Et ça, c'est quelque chose qui finalement n'était pas spécifique à la France. La France, c'est un pays aussi où on cultive, d'ailleurs on s'en rend compte en ce moment, une sorte de révolte, de plainte. Et c'est vrai que même si quelque part ça a aussi ses failles, néanmoins, la culture américaine nous a mis dans une position où l'idéal faisait que petit à petit, tout un chacun se devait évidemment d'exprimer quelque chose d'une sorte de soi très idéalisé. Et comme vous le savez, l'idéal, entre autres nous en psychanalyse, ce qu'on appelle l'idéal du moi, c'est-à-dire au fond la manière dont nos parents vont finalement nous envisager dans notre réussite. Et là on a vu aussi une dérive, fait qu'on se retrouve petit à petit à mettre la barre de plus en plus haut. Ce qui va provoquer chez beaucoup de personnes qui postent cette idée de petit à petit quitter le moi réel pour aboutir à une sorte de moi virtuel gonflé, très idéalisé. Ce que finalement un grand psychanalyste avait déjà découvert à l'époque, c'est-à-dire Winnicott, où il parle du faux self, ou ce qu'il appelle les personnalités as if, comme si. Et donc c'est des choses que par exemple on a repérées chez certaines familles bourgeoises, où l'enfant est investi non pas dans ce qu'il est réellement, mais dans ce qu'on aimerait qu'il soit.
Et c'est terrible. Et là, le problème, c'est comment les réseaux sociaux elles-mêmes, tels des parents idéalisants, vont faire que tout un chacun se doit de correspondre à cet idéal, tout en sachant qu'évidemment, ça coûte énormément d'un point de vue psychique. Parce qu'évidemment, on ne peut pas éternellement être à l'image de ce qu'il faudrait être. Et en compétition avec son propre idéal. Complètement, en compétition avec les autres, mais aussi par rapport à cette question d'une barre toujours excessive. Et ce qui est vrai, c'est que dans les réflexions que je peux avoir, je pense aussi que depuis 20-30 ans, ce qu'on observe en pédopsie, c'est que les parents eux-mêmes, sans s'en rendre compte, peut-être liés à leur fragilité, ont investi leurs enfants, non pas tels qu'ils sont, mais comme une sorte de prolongation narcissique de leurs idéaux. Un peu comme Romain Gary avec La promesse de l'aube, cette mère qui dit à cet enfant... Très belle référence, oui. si l'on met. Et en même temps, comme vous le savez, avec son dernier livre, Votre ticket n'est plus valable au-delà de cette limite, il a des graves troubles de l'érection, il se suicide. Cette question d'être une sorte de, je vais être un petit peu cru quelque part, mais d'être une sorte d'érection continuelle de soi dans un idéal est profondément épuisant et peut provoquer, évidemment, des effondrements dépressifs. Et c'est ce qu'on commence à observer d'ailleurs chez certains influenceurs. Sans mauvais jeu de mots, il y a en effet cette façon d'ériger un idéal de soi, encore une fois, sur ces réseaux sociaux, avec ou plus ou moins de filtres. C'était très intéressant ce que vous rappeliez sur la construction du moi et sur cette continuation en fait, de l'idéalisation parentale, de la projection sociale que les parents ou les adultes référents font sur la construction de la personnalité de l'enfant. Aujourd'hui, finalement, il n'y a plus le filtre de la parentalité quand on est face à soi et face à son idéal sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faudrait aussi remettre de la supervision adulte, parentale, dans ces questions-là? Est-ce que c'est encore possible? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au fond, ce qu'on est en train de se dire, c'est que ça vient révéler des gros problèmes de société propres à notre civilisation, c'est-à-dire la non-acceptation, par exemple, de la perte et de l'échec. Je pense que, paradoxalement, on sait très bien que c'est dans l'échec que l'on se construit. C'est en se trompant que l'on apprend. Mais étonnamment, nous sommes dans une société aussi, même à l'école, on le perçoit, où, évidemment... baisser petit à petit en termes de notes, pour beaucoup de parents, c'est une catastrophe. Et donc, on voit comment est-ce que les enfants deviennent des sortes de caricatures de ce que notre société prône, et même d'ailleurs politiquement, en ce moment, on le voit bien, c'est-à-dire une société ou un gouvernement qui tente éternellement de nous renvoyer au fait qu'on ne sera jamais à la hauteur. Et donc, ça renvoie des sentiments d'impuissance terribles. Et ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux sont venus comme des caisses d'amplification terrible sur cette question de finalement de ne plus véritablement correspondre à ce que l'on est. Et moi qui travaille plutôt avec les enfants, les ados, eh bien les parents parfois ne comprennent pas pourquoi leur ado tout d'un coup ne va plus se laver, va avoir les cheveux bleus, etc. C'est-à-dire ne correspond plus à cette forme d'image idéale. Et oui, les enfants ne sont pas politiquement corrects, les enfants ne sont pas sages comme des images, et pourtant, on souhaite de plus en plus qu'ils le soient. Et c'est vrai que c'est une dérive inquiétante. Est-ce que les réseaux sociaux en sont responsables? Non, pas forcément, mais ils ont amplifié un phénomène trop présent. Vous parliez de génération Z, moi je pense que ça a commencé déjà avec les générations Y. Je ne suis pas sûr... Avec ce questionnement perpétuel d'ailleurs. Ce questionnement, cette génération née avec les réseaux sociaux, et qui en même temps, parfois, heureusement, ont des capacités à penser les choses et peut-être à les dénoncer, mais eux-mêmes piégés par cette idée que finalement le rapport à l'autre médiatisé par les réseaux sociaux finalement est une relation de compétition parfois. Sage comme des images ou beau comme des filtres, c'est vraiment le niveau de réflexion sur lequel on est aujourd'hui. On vit cette socialisation par le prisme justement des réseaux sociaux, des réseaux pas si sociaux que ça. On a vu la couverture de votre dernier ouvrage, ces réseaux sociaux. Il y a aussi la question littéralement de la construction du moi en ligne. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir construire cette personnalité? On parle en psychanalyse du true self, le moi qui est réellement le nôtre, le false self qu'on va mettre justement en œuvre de façon très maligne. C'est notre cerveau qui nous aide justement à faire la part des choses. Ce false self, on en a besoin pour pouvoir survivre, si j'ose dire, en société. C'est quasiment un mode d'action et de comportement. Aujourd'hui, une psychologue comme Sabrina Philippe nous parle notamment de fake self. Ce fake self, c'est le faux totalement moi qu'on va construire directement en ligne. Évidemment, il y a des stratégies d'évitement et d'adaptation de la construction de la personnalité, mais est-ce que c'est déjà perdu pour ces enfants et ces ados que vous voyez défiler en cabinet? Alors, ce
Ce qui est vrai, c'est qu'en effet, ce qu'on observe... Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette tribune, moi, je dirais que les influenceurs, d'une certaine manière, nous montrent de manière un peu caricaturale ce que c'est la construction d'un faux soi, d'un fake self. Et ce qui est vrai, c'est qu'on commence en effet à percevoir que le vrai moi qui existait réellement, petit à petit s'appauvrit. D'autant plus sur Instagram où on se doit de publier un maximum. Donc tous les jours, d'une certaine manière, on est dans cette forme d'instagrammabilité, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que... Et donc à partir de ce moment-là, il y a une sorte de tension entre le vrai moi et le faux self qui peut créer à un moment une rupture. Parce qu'évidemment, même s'il y a un modèle économique derrière, il ne faut pas non plus penser que c'est que pour des raisons narcissiques. Il y a le fait d'y gagner, mais en même temps... Il y a la monétisation du narcissisme. Complètement, il y a une monétisation du narcissisme, mais j'ai pu parler avec certains influenceurs qui quand même me disent ce qui est important, c'est d'être aimé par leur communauté. Donc on voit bien qu'il y a ce retour sur investissement affectif, une sorte d'audimat intime qui permet des êtres humains de pouvoir véritablement colmater, je dirais, des blessures et des fragilités narcissiques. Parce que derrière, c'est la problématique narcissique. Et en effet, il y a quand même une dimension très importante qui rejoint la question de l'idéal, c'est la question de l'image. Nous sommes dans un monde d'image où l'image n'a pas simplement un statut d'apparence, mais un statut quasi existentiel. L'impression que si la chose n'est pas photographiée et postée, c'est comme si on n'existait pas. Et ça, c'est très nouveau comme phénomène, ça s'est amplifié. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on disparaît de l'image ? Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui, d'après moi, en tout cas c'est ce que je tente d'évoquer dans mon livre, a commencé avec la télé-réalité, qui a été pour moi un drame absolu. Qui aime la fiction, c'est un drame absolu qui est venu complètement appauvrir et qui finalement nous renvoie à cette question d'homme cliché ou de femme cliché qui se met en scène, observé par les autres. Et c'est vrai que Instagram, Facebook, c'est de l'internet réalité. On a finalement déporté la caméra et l'écran. Complètement. La démocratisation, on pourrait dire c'est génial, mais non. Quelque part, c'est venu complètement appauvrir finalement quelque chose de l'idée que la symbolique, ce qu'on appelle le symbolique, c'est-à-dire faire comme si, ce qui n'est pas être comme si, c'est faire comme si, disparaissait. C'est-à-dire, voilà, même si, évidemment, heureusement, il y a maintenant certains qui disent « je ne suis pas influenceur, je suis producteur de contenu ». Heureusement, il y en a qui parfois sont excellents et qui nous permettent quand même de retrouver quelque chose, justement, de la capacité de narrer. C'est-à-dire la narration, le retour de la narration, puisque la question des séries vous intéresse aussi. La narration est totalement nécessaire dans nos processus identificatoires, dans notre capacité à se construire. Et pour aussi raconter sa trajectoire, son devenir, se projeter là aussi. Je retiens notamment une des phrases que vous avez eues tout à l'heure, qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Quand la rétribution, la rémunération devient le like, devient la prime justement à la réception, peut-être pas de l'amour, mais en tout cas de l'admiration de l'autre. Qu'est-ce que ça dit de notre besoin de liens humains réels ? Ben non, puisque vous savez que le grand piège des gens qui ont des problématiques narcissiques, c'est que l'enfer, c'est l'autre. Puisque l'autre peut potentiellement me renvoyer une image que je ne veux pas voir. Et quand même, rappelons-le, à l'adolescence, c'est totalement banal de se construire dans le regard de l'autre. C'est une quête identitaire. J'ai travaillé 7 ans comme directeur de la cellule psychologique des Skyblogs. Donc peut-être que vous vous souvenez, qui était un lieu totalement génial. Et tous les adolescents avaient des blogs très différents où chacune de ces facettes, le soi sexuel, le soi triste, etc., faisait que les clics, les commentaires permettent de confirmer. On est quand même dans cet espace de construction de l'image de soi. Sauf qu'on est en train de se rendre compte que ça n'arrête pas de continuer. Et que même certains pédopsies disent peut-être que la fin de l'adolescence serait 30 ans. Donc vous imaginez ça finalement, bon... On y est encore alors dans ces cas-là à l'adolescence. Alors j'aimerais bien y être encore, mais j'y suis plus vraiment. Néanmoins, je garde aussi, on peut garder en soi une part adolescente, mais ce qui est vrai, c'est qu'en effet, on se pose des vraies questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est possible à un moment d'accepter que la relation à l'autre ne corresponde pas forcément à ce que j'attends. C'est un peu comme dans les relations amoureuses. Mais ce sera se confronter au réel. Oui, mais c'est ça, parce que si je n'aime l'autre que parce que son regard me rassure, est-ce que c'est vraiment ça l'amour ? C'est très compliqué ces relations amoureuses. Et c'est vrai que dans les relations virtuelles, au fond, cet autre, on ne sait pas qui il est. Donc, ce qui est souvent surinvesti dans la relation virtuelle, c'est pas tant l'autre réellement, c'est la relation. Un peu comme un patient avec un psychanalyste, il y a une dimension de transfert puissant entre tous les internautes, surtout quand on ne connaît pas l'autre.
Et donc c'est vrai que finalement, quand on est influenceur, ce grand autre, toutes ces personnes qui viennent nous liker, sont comme une sorte de... Moi, j'aurais tendance à penser comme le grand autre, ce que dit Lacan, c'est-à-dire la mère, la mère toute puissante qui nous rassure, puisque comme vous le savez, le premier des miroirs chez tout être humain, c'est le visage de sa maman, dans lequel on se trouve beau, c'est ce qu'on appelle le moi idéal, puisqu'on va parler des filtres peut-être plus tard, mais c'est vrai que c'est ça la problématique, c'est vraiment cette retrouvaille de ce moi idéal dans lequel on était tellement beau. Ces smartphones aux alouettes et ces liens entre hyperconnexion et besoin justement d'humanité. On continue à en parler avec Michael Stora. Vous savez, aujourd'hui, le docteur Stora a établi son cabinet dans l'école du futur, tout simplement. Vous pouvez lui poser toutes les questions. On va le faire en tout cas pour vous. On fait un tour du côté de la planète Tech et on se retrouve dans un instant. Et c'est le zap de notre producteur idéal, Édouard Degnaud. Some shit, not sure who you think you're dealing with. Two flips fit in your open hole before by coming in. Pulling it out, then returning it. Like this is the revenant. All these other bitches are irrelevant. Heaven sent, don't lick my wrist. Alright, you ready? Check this out. Oh shit. What? I love this. Let me try something. Yeah. Retour au plateau, évidemment, pour l'école du futur avec Michael Stora. Aujourd'hui, vous le savez, on ouvre littéralement la consultation de Dr Stora pour pouvoir parler de ce qui nous lie sur les réseaux sociaux, oui, mais aussi dans la vraie vie. On est également avec Jeanne Dreyfus et ça tombe extrêmement bien puisque Jeanne a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui avec toi, Jeanne, qui même me suit, on fait un voyage en terre de mèmes, mais pas forcément des mêmes vidéos. On sait que ces formats sont repris, évidemment, à l'envi sur les réseaux sociaux. Ils font même partie de cette mécanique du buzz. Aujourd'hui, on va parler surtout des mèmes audio. Ouais, tout à fait. Alors, si vous ne connaissez pas cette air-ci, eh bien, sachez-le, mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas cette musique, vous êtes passé du côté boomer de la force et vous ignorez tout de notre sujet d'aujourd'hui, les mèmes audio. Petite définition donc pour les boomers d'entre nous. Il n'y en a pas sur ce plateau. Il n'y en a pas sur ce plateau. Un mème audio, c'est une musique ou une phrase prononcée d'une façon particulière qui va être utilisée comme bande-son sur n'importe quelle vidéo à destination des réseaux type TikTok, et ce des millions de fois dans le cas de Ono, puisque 19,6 millions d'utilisations pour la version originale du titre du rappeur Capone ont été faites sur TikTok, notamment pour illustrer les challenges les plus incohérents qui y ont lieu. Allez, preuve par exemple, je dirais aussi preuve par l'absurde, surtout on regarde.
Je suis sûre qu'après cette vidéo de chien, je vous en voudrais une petite deuxième. Allez, je ne résiste pas à ce plaisir. Vous l'aurez compris, le même audio utilisé intelligemment et fort à propos sur une vidéo peut la rendre irrésistible et favoriser sa viralisation absolue. 217 millions de vues pour la vidéo du lémurien, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ça va provoquer dans la construction du mois de ce lémurien. C'est 217, je vais y arriver, millions de vues, tu nous en reparleras tout à l'heure. Mais depuis quand, Docteur Dreyfus, ça existe les mêmes audios? Eh bien alors, petite histoire des médias, TikTok, passé maître dans la propagation des mêmes audios, doit beaucoup à une précédente application nommée Musical.ly, qu'on a connue principalement pour son utilisation du lip sync, en français synchronisation labiale, dont, ou sinon en d'autres mots, une forme moderne de ventriloquie, dont raffolent les petites personnes dotées d'un téléphone portable. On en voit ici un exemple. Eh bien, en 2018, grâce à la fusion entre Musical.ly et TikTok, eh bien, TikTok, l'application chinoise, se dote d'une nouvelle fonctionnalité, celle d'extraire d'une vidéo un son audio, son audio, afin que d'autres utilisateurs puissent ensuite facilement le réutiliser dans leur propre vidéo. Vous l'aurez compris, l'âge d'or du même audio est né, et avec lui, eh bien, l'utilisation et son univers d'utilisation créative, lui aussi, est ainsi né. Alors, en effet, la mode, surtout numérique, est en perpétuel recommencement. Donc, cette façon de pouvoir extraire, justement, cette fonctionnalité pour pouvoir extraire des répliques de films ou des phrases musicales et les remixer, ça existe depuis, j'ai envie de vous dire, la nuit des temps sur Internet. On est tous un peu des monsieur et des madame Jourdain du même audio sans le savoir. Alors Marjorie, j'ai une annonce assez grave à te faire. En effet, il y a des mèmes audio issus du monde obscur des boomers qui se perdent tous les jours. Et combien de vidéos, si seulement nous passions un petit peu plus de temps sur TikTok, pourrait-on faire avec la douce voix de Valérie Lemercier? Mais non, monsieur, pas avec votre poncho. Ou combien de Hasta la Vista Baby, combien de Did I Do That, on l'entend? Ah, vous aurez reconnu Steve Urkel de La Vie de famille, évidemment, si vous êtes né un petit peu avant les années 2000. Marjorie, si on arrêtait de faire l'école du futur et qu'on se décidait à faire enfin notre reconversion dans la production de mèmes pour Boomer Audio. On prend 10% sur tous les mêmes audios. Ah, absolument. C'est peut-être envisageable, dis donc. Je vais t'accompagner sur ce pari. Pour réussir, quels ingrédients nous faut-il exactement ? Alors, peut-être aurais-je l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais sache que le même audio, il est basé sur deux principes directeurs. Alors déjà, un décalage inattendu entre son et image, et ensuite l'applicabilité d'un même son sur un échantillon varié de vidéos. Alors, pour la recette, parce que j'ai une recette. On va partir, une recette 1. C'est toujours de bons ingrédients de départ. Donc, il y a un mème qui est en train de se propager en ce moment, à l'heure où je vous parle, qui vient d'une parodie qui s'appelle Les Frères Jones, qui a été faite par Mr V et Freddy Gladieux. Ces trois frères français qui partent en Amérique chanter de la country. On la regarde, elle a même fait rire les Américains eux-mêmes, alors qu'on se paye quand même pas mal leur tête. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better? Whip it up the paper. Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey? A cool drink of Fontaine. 2. Pour ma recette, j'ajoute aussi qu'il faut toujours lister les ingrédients, en l'occurrence les paroles de la musique. Ça aidera à sa compréhension et sa réutilisation. Nous voyons ça tout de suite. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better? Whip it up the paper. Troisièmement, il faut penser aux accords avec les autres aliments et que votre recette puisse fonctionner avec différents assaisonnements. En d'autres mots, une mélodie qu'on peut traduire dans tous les styles. Allez, média numéro 3. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better? Whip it up the paper. Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey? A cool drink of Fontaine. Et numéro 4. Et enfin, dernier élément essentiel d'une bonne recette qui marche, le fait qu'elle puisse nous réconforter et même dans les moments les plus difficiles. Est-ce que les frères Jones auront-ils réussi à nous servir d'exemple pour notre reconversion dans le même audio? On voit ça tout de suite.
Burger with some peanut butter. Do you think it's better? Whip it up the baker. Can I get some turkey? Animal protein. Alors, malheureusement, vu qu'a priori, il n'y a pas Squeezie dans la vidéo des frères Jones, je doute que l'étudiant réussisse à passer son bac. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire que nous, en tout cas, on a tous les bons ingrédients pour réussir dans notre reconversion, Marjorie. Absolument, on est en place dans l'œil du cyclone de la viralité. Je ne sais pas si Mickaël Stora va nous y rejoindre, mais Bien sûr. attention, bien sûr, on crée un même audio à la sortie de cette chronique, je vous le promets. Business ou pas business? Alors business, mais alors pour asseoir notre business, on va prendre quand même des bases un peu scientifiques. Je voudrais citer l'article passionnant qui est paru dans le New York Times d'août 2022, signé Sarah Shane. L'auteure, elle a interrogé des linguistes pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le goût et le succès que peuvent avoir en fait ces mêmes audios. Elle a interrogé notamment un professeur qui s'appelle le professeur Grant McGuire, qui explique que le succès d'un son inattendu sur une image, eh bien, il vient plutôt de ce qu'on vit avec le langage et la musique. Il compare en fait ces décalages à l'équivalent des modulations dans la prononciation qui pourraient nous aider à maintenir notre attention. Les mêmes audios, en fait, ils jouent avec ce qu'on appelle le codage prédictif. Le codage prédictif, ça, c'est difficile à dire. C'est une théorie selon laquelle notre cerveau prédit constamment ce que sera le prochain élément d'un modèle en cours de développement. Par exemple, la fin d'un mot quand on en a le début. Par exemple, sa prononciation, une note mineure dans un accord de blues. En fait, quand cette attente prédictive est surprise, voire dépassée, cela produit une quantité phénoménale de dopamine dans notre cerveau. Je crois qu'on a donc tous les ingrédients pour le succès assuré de notre boîte de production de Même Audio. Décharge de dopamine avec la chronique de Jeanne Dreyfus, comme évidemment à chacune de tes interventions. Mickaël, on la monte cette start-up de Même Audio ou pas avec Jeanne? Ouais, alors moi j'ai envie de réagir parce que je trouvais ça très très intéressant, et d'autant plus, alors avant qu'il y ait les Mêmes Audio, il y avait des mèmes en photo qui avaient une vocation quand même très intéressante, vous savez, cette fameuse culture des trolls. Moi je perçois aussi, alors moins dans les Mêmes Audio, mais vraiment cette question justement de pouvoir avoir un recul, voire une forme d'ironie sur Internet. En tout cas, ça a été la fonction des mèmes à la base. Et en effet, cette question de l'imprédictibilité qui va créer une récompense est très intéressante, justement, dans cette ère où les algorithmes n'arrêtent pas de nous enfermer dans ce qu'on appelle les fameuses bulles algorithmiques. Et donc, j'aime bien l'idée que l'imprédictibilité algorithmique serait une forme de nouvelle résistance face à un monde uniforme. Et est-ce que justement là aussi, alors si on revient sur les Mêmes Audio en tant que tel, ça devient là aussi une nouvelle langue vernaculaire, un nouveau type de sociabilisation en ligne. On voyait de la parodie de Mr V notamment jusqu'à la façon dont un utilisateur de TikTok aux États-Unis peut reprendre cette vidéo et s'en moquer ou pas. Il y a aussi cet effet papillon finalement d'une culture qui à un moment donné va percer, en tout cas dans bout de culture, dans fragment de culture locale qui va percer, qui va pouvoir reprendre son échelle globale. Oui, mais il y a quand même une question importante qui se pose, c'est la question du talent. Disons les choses. Oui, je vais faire du buzz si je reprends un tube qui fait du buzz, mais c'est pas suffisant. Et en effet, la grande majorité, ce sont des personnes qui, d'une certaine manière, se montrent tout simplement en train avec cette musique. Ça n'a franchement pas vraiment d'intérêt. Et voire même, au bout d'un moment, on peut se retrouver face à une sorte de vide intersidéral, de pauvreté créatrice. Donc évidemment, c'est là où, heureusement, et je suis moi-même quelqu'un qui regarde TikTok, on peut trouver des perles, mais elles sont rares, comme dans toute forme de créativité. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, après, c'est un truc de viralité. Faisons attention aussi à penser que c'est pas parce que je reprends un tube assez drôle de Mr V qu'à ce moment-là, je vais être aussi drôle que Mr V. Tout le monde n'est pas très drôle. Non, c'est vrai ce que vous dites. Mais j'aime dire, parce que vous avez réagi sur le chien, vous savez que c'est quand même ce qu'on regarde le plus. Oui, les animaux. Le chien, le lémurien. Alors j'avoue, j'ai craqué sur le chien, le lémurien, voilà. Ben oui, non, mais parce que pour moi, c'est le nouveau Prozac. Les petits chiens, les chiots, etc. Évidemment, vous regardez ça, vous êtes réconforté, c'est un enfer absolu. Et c'est vrai que plus on regarde ça, plus en effet, à un moment, on est dans une sorte de monde un peu kawaii, comme disent les Japonais, tellement mignon qu'on en oublie que la vie parfois n'est pas toujours évidente. La kawaïité des réseaux sociaux ou pas d'ailleurs. On continue à en parler avec Jeanne Dreyfus, avec Mickaël Stora. On va ouvrir la deuxième partie de cette émission. Allez, deuxième partie pour le talk.
Et Michael Stora, on vous connaît donc en tant que psychologue, psychanalyste, auteur de très nombreux ouvrages, fondateur, président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Dites-moi tout. Je ne suis plus président. Vous n'êtes plus président? Vis-à-vis de la présidente fondateur. actuelle, oui, je suis le fondateur, mais je ne suis plus président et j'aimerais rendre hommage à la nouvelle présidente. Voilà. Eh ben, vous avez passé le flambeau sur la présidente, sur la présidence d'ailleurs, tout court. Je vais revenir sur certains de vos ouvrages précédents parce que, encore une fois, c'était un jeu de mots quasiment quand je parlais d'ouvrir votre cabinet justement thérapeutique aujourd'hui en lieu et place de l'école du futur. Vous avez notamment été un auteur très précurseur avec Guérir par le virtuel, qui était un ouvrage dès 2005 où vous mettiez en place, en action, différentes technologies pour pouvoir justement aider à pouvoir soigner certaines pathologies, là aussi, de l'identification de soi, de la construction du moi. Et aujourd'hui, vous récidivez, mais avec les mains dans le cambouis, si j'ose dire, de ce Virtualia, puisque vous êtes en train de mettre au point, notamment avec Ubisoft, pour ne pas les citer, une thérapie en réalité virtuelle où on va pouvoir être immergé justement dans ces phobies, ces peurs. Comment réussir justement à soigner, encore une fois, par la réalité virtuelle? Écoutez, vous avez expliqué mon cheminement, ça fait 25 ans. Je suis ravie, parce que si vous l'avez compris, ça me fait plaisir pour vous. En effet, il y a 25 ans, j'ai pris un risque de ramener une console de jeux vidéo dans un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents à Pantin, parce que je trouvais que, voilà, pourquoi pas utiliser. Moi-même, j'avais été un peu gamer. Moi, j'ai une formation de cinéaste avant d'être psy, donc l'image m'a toujours intrigué, et j'ai toujours pensé qu'il était possible, pourquoi pas, de soigner avec les images. Et avec la console de jeux vidéo, je ne sais pas du tout où aller. Et donc, en effet, à l'époque, j'ai organisé en 2000 un grand colloque qui s'appelait « Pour ne plus avoir peur des jeux vidéo ». Et étrangement, alors que le jeu vidéo faisait très très peur, beaucoup de journalistes sont venus, ce qui a permis petit à petit de pouvoir étendre un message qui n'est plus du tout du côté de la morale, c'est-à-dire faisons des écrans des alliés thérapeutiques, éducatifs, même au sein de la dynamique familiale, parce que ça fait partie aussi des grandes inquiétudes. Et j'ai donc soigné. Et finalement, petit à petit, j'avais au fond de moi un vieux fantasme, qui est peut-être aussi lié à une histoire personnelle. J'en parlerai pas ici, j'en parlerai sur... Dommage. Oh là là. Non, mais c'est-à-dire le fait Vous êtes ici chez vous. Bah écoutez, merci, il n'y a pas de divan, mais néanmoins, en gros, l'idée c'était de se dire, voilà, il y a quelque chose dans l'image où il est possible. Et à force de réfléchir et puis surtout de soigner avec des jeux vidéo, j'ai développé une forme d'expertise. Et dernièrement, je me suis dit, surtout qu'à l'école d'Hérault, on a acheté la technologie réalité virtuelle, on commence à percevoir des choses, il y a des choses tout à fait, et je me suis dit, tiens, il est possible peut-être d'imaginer une expérience narrative, mais qui dure 50 heures, non pas une demi-heure comme ce qu'on appelle. Ah oui, ça va être très très. Donc il va falloir la morceler aussi par rapport à l'acceptation aussi du cerveau de ce monde virtuel dans lequel on va être plongé. Alors ça ne sera pas 50 heures d'affilée, ça sera justement dans le cadre d'un travail de thérapie où on travaille en ce moment beaucoup sur comment est-ce que le thérapeute peut interagir in-game. D'accord. C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut apparaître ou sous forme de stimulation sensorielle, c'est assez étrange. Donc on va travailler sur une nouvelle manière d'envisager. Parce qu'en effet... Et pas juste le narrateur justement de la séance. Complètement. C'est-à-dire qu'on va confronter le joueur qui est en dépression, et la dépression est une problématique assez lourde. J'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est peut-être la plus une des graves problématiques psychiatrique. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va confronter le joueur à une narration qui est très métaphorique, qui va le confronter finalement à des choix, mais aussi au fait d'accepter petit à petit d'avancer en perdant. Je reviens un peu sur cette idée, parce qu'il y a eu énormément d'auteurs qui ont beaucoup parlé d'un jeu qui s'appelle Dark Souls, qui est un des très grands jeux, qui ont raconté comment ce jeu les avait soignés de la dépression alors qu'ils étaient seuls chez eux. À force de comprendre tous ces mécanismes, je travaille avec ce qu'on appelle des psy-gamers, où on réfléchit à tous les mécanismes propres aux jeux vidéo, le gameplay, la narration, la couleur et tout, qui pourraient avoir un véritable impact. Et donc là, c'est pour ça que Ubisoft est très intéressé par cette idée-là, et ils sont prêts peut-être à nous accompagner, parce que 50 heures, ça coûte. Oui, absolument, il faut les financer et les développer. Et donc, c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on va imaginer quelque chose. Parce que oui, la réalité virtuelle était souvent utilisée, vous savez, pour les phobies, donc, mais plutôt dans les approches thérapie cognitivo-comportementale. Mais moi, j'ai toujours dit à ses collègues, mais pourquoi vous ne mettez pas de narration là-dedans ?
c'est trop compliqué, parce qu'il travaille sur la désensibilisation. Donc moi j'ai dit non, moi je suis psychanalyste, nous les psychanalystes on est les rois de la narration, on est plus proche de la littérature que de la science, et justement je revendique cette idée, je pense que comme un bon roman, comme un bon film, comme n'importe quelle œuvre d'art, il est possible d'aborder des choses profondément inconscientes, parce que proche de la métaphore, pour aider, pourquoi pas, un patient joueur à pouvoir jouer, à affronter finalement les monstres qu'il y a en lui. Et je dirais que c'est ce que j'ai compris en utilisant les jeux vidéo, c'est que le jeu vidéo va, un peu comme une psychothérapie, va aider nos patients à affronter des choses que d'habitude ils ont peur d'affronter, et comment est-ce que petit à petit ils peuvent s'en libérer. Il y a notamment un de vos confrères à Marseille qui utilise depuis de très nombreuses années la réalité virtuelle pour se confronter à ses phobies notamment, mais c'est beaucoup plus littéral comme interprétation, puisque on va par exemple se projeter dans un train fantôme ou dans un manège, dans une fête foraine, et pour traiter sa peur du vide, justement pouvoir s'y confronter directement. Ce que ce à quoi vous nous invitez finalement avec ce futur jeu thérapeutique, c'est de suivre aussi une narration. C'est ce dont on se parlait aussi en première partie d'émission. Comment est-ce qu'on se projette dans une longue séquence holistique de nos vies et de nos peurs pour nous y confronter. Avant la fin de cette émission, je voudrais quand même avoir votre avis, notamment sur ce qui a été un des grands buzzwords de la saison dernière, qui pourrait peut-être continuer à l'être encore cette saison, mais va-t-il enfin trouver une réalité? C'est le métavers. Métavers aussi à envisager d'un point de vue psy pur et dur, puisque si on entend par métavers la concrétisation d'un fantasme technologique qui serait une fusion de nos identités réelles et de nos identités virtuelles, est-ce que vous dites attention, danger pour la construction, encore une fois, de la personnalité telle qu'on l'envisageait en première partie de cette émission? Alors attention, danger, entre guillemets, je vais être très clair, si c'est méta, donc Facebook, avec cette culture qu'on commence à percevoir vraiment comme toxique, qui va créer finalement les règles dans lesquelles on va évoluer. J'ai envie, je reviens un peu sur cette idée, il y a le play, le plaisir de jouer, et il y a le game. Il faut parfois un peu des deux, mais ce que moi j'ai perçu surtout avec Mark Zuckerberg, c'est que lui, ce qui l'intéresse, c'est le game. Et le gros problème, c'est que voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut créer peut-être un environnement. D'ailleurs, j'ai fait partie de commissions où parfois les gens, les hommes d'affaires et femmes, d'ailleurs plutôt c'était des hommes d'ailleurs, l'emportaient véritablement sur le point de vue du métaverse à venir. Et moi je disais, faisons attention, réfléchissons à des problématiques éthiques, problématiques empathiques. J'étais l'intellectuel qui emmerdait le monde d'ailleurs pour dire les choses. Mais en même temps, on est ravis que vous le fassiez. Merci, mais c'est important. Mais il faut bien comprendre que oui, il y a un moment, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Moi je trouve ça génial qu'on puisse avoir un avatar. Mais je vous donne un exemple, la tendance à faire ce qu'on appelle les méta-humans, c'est-à-dire des êtres humains qui seraient un scan de nous. Non, moi j'ai envie d'être un elfe, j'ai envie d'être autre chose que ce que je suis. Je veux revenir vers la culture du bal masqué, celle où il est possible de jouer avec son identité. Même si je dirais que à force de travailler sur ces mondes, je suis devenu une sorte de profiler d'avatar. C'est-à-dire que quand je pose à un de mes patients la question quel est ton avatar, je comprends peut-être ce qu'il n'ose pas me dire. Donc oui, l'avatar est très intéressant et passionnant, mais finalement on est encore dans un monde où il y a une symbolique. Moi j'en ai un peu marre qu'on soit finalement appauvri par le réel, même si c'est un réel très idéalisé. J'ai envie qu'on remette un peu de fiction, un peu de poésie dans ces mondes, et peut-être que je me suis rendu compte peut-être qu'une des dernières pratiques poétiques, c'est ce que j'appelle la web errance. Vous savez, vous passez d'un site à l'autre, au bout d'une heure, vous ne savez plus où est-ce que vous êtes allé. C'est ça qui est intéressant, c'est un moment de se perdre un peu. Je trouve qu'on est un peu trop cerné. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir finalement envisager autrement Internet que simplement comme un lieu de décharge de dopamine. Finalement, ce que vous nous dites en conclusion de cette émission, c'est que ce qui est réel doit le rester, ce qui est virtuel aussi. Oui, parce que vous savez, j'ai été une fois appelé par une agence de com anglaise qui s'appelle Freud. C'était assez étonnant. En effet, c'est cocasse. C'était très étrange. Et c'était... Alors, il m'a dit que son client, finalement, c'était Google. Donc, c'est pas n'importe qui. Et où je devais répondre à des questions autour de la question du bonheur numérique. Ça m'a fait froid dans le dos. Je pense que oui, les GAFAM souhaitent notre bonheur numérique. Mais ils savent très bien que parce qu'il y a un bonheur numérique, il y aurait un malheur réel. Donc je pense qu'il faut réinvestir le réel. Il faut que le numérique revienne à sa première vocation, c'est-à-dire de servir le réel, et non pas l'inverse. Attention à ce que le numérique ne veuille pas notre bonheur malgré nous. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Michael Stora, merci d'avoir déplacé votre cabinet de consultation sur l'école du futur. Merci à vous. On vous retrouvera évidemment dans de prochains épisodes. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus et ses idées derrière la tech. On se retrouve dès lundi pour de nouvelles aventures dans l'école du futur, bien sûr.